That was a murder. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur plus ou moins l'actualité autour d'Aaliyah parce qu'il y a une nouvelle théorie autour du décès de la chanteuse qui a eu lieu aujourd'hui il y a un peu plus de 20 ans. L'autrice Cathy Londoni, qui est reconnue pour avoir écrit plusieurs essais hip-hop, a sorti un livre qui a défrayé la chronique, à savoir Baby Girl. Elle y décrit plus ou moins ce qu'on pourrait voir comme étant un assassinat programmé. Ça a relancé le débat parce qu'elle dit qu'Aaliyah aurait été mise dans l'avion, droguée, donc elle était totalement inconsciente en entrant dans l'avion qui la ramenait après le tournage du fameux clip Rock the Boat. Le mystère et les supputations autour de la mort d'Aaliyah ne sont pas nouvelles, mais il faut savoir que la famille a brutalement réagi et s'est totalement désolidarisée de ce livre, et de l'autre côté, cette même famille se déchire publiquement. Parce que bien sûr, aujourd'hui on est content, vous pouvez tous écouter la musique d'Aaliyah en streaming, on a attendu ça pendant une décennie, mais dans le clan familial, c'est Hiroshima. La mère et le frère attaquent les propres fans d'Aaliyah, donc vous-même vous êtes attaqués, qui consommez cette musique-là qui est donc désormais en streaming. Et en face, on a l'oncle qui est donc extrêmement froid, carrément méthodique. Il est allé à la télévision américaine et il a accusé la mère de choses extrêmement graves et notamment d'avoir cautionné et d'avoir toujours su que sa fille entretenait plusieurs relations et notamment donc cette relation avec R. Kelly. Yes, I think my sister knew a lot more than what we thought she knew. Est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce que c'est véritablement possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui revient sur cette déchirure familiale publique, mais pas que. On va aussi explorer les différentes théories autour du décès d'Aaliyah et comment notre tante Mary J. Blige, sans vraiment le vouloir, est devenue le socle de ces théories qui part du principe qu'Aaliyah aurait été assassinée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et pour la première fois depuis le début de la chaîne, cette vidéo est sponsorisée. Oui, c'est CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo et je sais que vous vous posez tous la question. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un VPN quand on est fan de R&B? La première chose, c'est que vous vous rendez bien compte que le R&B est attaqué. Si vous avez cherché un peu sur internet, vous avez dû voir que certains clips ne sont plus tout à fait disponibles. Et donc avec CyberGhostVPN, la première chose, c'est que vous allez avoir la liberté d'écouter. Oui, la liberté d'aller sur toutes les plateformes de streaming mondial, de contourner Spotify, même d'aller en Chine chercher les bons titres R&B que vous voulez. Et ensuite, la liberté de regarder Netflix US et plus de 38 autres applications de streaming vidéo. Vous allez pouvoir voir ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez pas voir. Et toujours en avance sur les réseaux parce que vous aurez l'assurance d'être en sécurité. Pas de liberté sans sécurité, on est tous d'accord. C'est pour ça que dans vos petites escapades pour aller écouter les chansons que YouTube ne vous permet plus d'écouter, CyberGhostVPN va protéger non seulement tous vos appareils, mais aussi celui de votre copine en fait. Si c'est sur son smartphone que vous mettez les slow jams interdits, n'ayez pas peur, l'application protège jusqu'à 7 appareils en même temps. Et tout ce petit bonheur de liberté et de sécurité est actuellement en promo, un peu comme l'album Fantasy Ride de Ciara chez KFC. Vous avez jusqu'à moins 84% de réduction, soit 1,95 € par mois, et en plus vous avez 4 mois gratuits. Oh, CyberGhostVPN, fulfill my fantasy. So immediately I heard the song, you know, and I said, I called her back 15 minutes later, told her, check this out. So we cut the track right then and there. And for the record, you are how old? That's a secret. Women doesn't disclose her age. Nous sommes en 94 quand R. Kelly et Aaliyah parcourent les plateaux de télévision américaines pour faire la promo du fameux album Age Ain't Nothing But a Number. C'est le premier album d'Aaliyah. Il est exclusivement produit par R. Kelly avec des tubes comme celui-ci. Il faut savoir qu'il y a toute une stratégie marketing derrière tout ça. À savoir que R. Kelly est en train de révolutionner le genre. C'est l'artiste et le producteur R&B qui est le plus à la mode à l'époque. Il est managé par l'oncle d'Aaliyah qui s'appelle donc Barry Ankerson, l'ex de l'incroyable, l'une des meilleures chanteuses vivantes, à savoir Gladys Knight. C'est ce monsieur-là qui manage R. Kelly et c'est donc aussi le frère de la mère d'Aaliyah qui, quand il se rend compte que son poulain a énormément de succès, fait une association, je précise, musicale entre les deux pour pouvoir aider sa petite nièce à avoir le maximum de succès possible. C'est pour ça donc que R. Kelly est très présent dans la promo, c'est pour ça donc qu'on retrouve R. Kelly sur les visuels. Ce n'est pas simplement, et ce n'est même pas de façon officielle, il faut bien le comprendre, parce qu'ils auraient une relation sentimentale. C'est juste parce qu'ils se sont dit, R. Kelly cartonne, il a une immense audience, il a une crédibilité. Pour pouvoir crédibiliser notre nouvel artiste, c'est bien qu'il soit à ses côtés, donc on les pousse ensemble. Where I started from.
Ça, c'est la première raison. La seconde raison derrière Age Ain't Nothing But a Number, c'est le positionnement réel d'Aaliyah. C'est-à-dire que Aaliyah, qui a donc 14 ans quand l'enregistrement commence et qui en a 15 quand il se termine et quand l'album sort, n'est pas vendue, et c'est très important de le comprendre, comme une petite fille tout à fait normale. Attention, je dis bien attention, je ne suis pas ici en train de dire quoi que ce soit qui prévaudrait sur ce que Aaliyah est en réalité. Je parle du marketing et de la manière dont Aaliyah est vendue. C'est-à-dire qu'on la vend de façon consciente comme une petite fille qui ne ressemble pas aux autres petites filles de son âge. Elle est beaucoup plus mature dans la manière dont elle s'habille, dans la manière dont elle danse et dans ce qu'elle chante. Elle peut déranger et elle va d'ailleurs beaucoup déranger dans certains foyers très familiaux. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait de façon innocente. Aaliyah a volontairement une image beaucoup plus mature, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus mystérieuse, qui l'éloigne totalement de ses deux principales rivales, mais surtout du traumatisme Tracy Spencer. C'est-à-dire que Tracy Spencer, c'est une chanteuse de R&B très jeune qu'on avait essayé de vendre dans un format très classique, très glamour, très sentimental à toutes les petites familles et qui a eu un succès vif et malheureusement très éphémère. Aaliyah, elle est déjà marketée avec un son fort, une identité bien précise et une image très travaillée, des textes parfois borderline, mais c'est volontaire parce qu'on se dit que même si ça scinde chez le public visé, une autre partie du public va la comprendre. Et quand vous regardez les clips d'Aaliyah quand elle arrive et que vous la comparez à ses deux principales rivales, à savoir Monica ou encore Brandy, vous voyez que Brandy et Monica, même si pour la plupart vont chanter des textes beaucoup plus matures, des histoires d'amour passionnelles qu'elles ne pouvaient clairement pas vivre à 13 ou 14 ans, sont quand même vendues comme des petites filles tout à fait banales sur lesquelles la plupart des foyers américains peuvent se retrouver, ce qui n'était pas le cas de façon volontaire chez Aaliyah. Et d'ailleurs dans les pubs de l'époque, quand ils parlaient d'elle, ils essayaient toujours de la démarquer en pointant les autres. Il y avait toujours un petit twist, une phrase précise pour dire qu'elle était différente. Une des plus célèbres, c'est celle où ils arrivent en disant « celle par qui tout a commencé ». The one who started it all. Ceci ne va pas présumer d'un plus gros succès pour Aaliyah et je pense qu'ils en ont toujours été conscients. Leur but était d'avoir un public de niche extrêmement fort, ce qu'ils vont avoir, mais comparé à une Brandy qui va apparaître justement comme étant la petite fille parfaite de l'Amérique avec ses nattes et tout, ça ne va pas du tout être le même phénomène autour de Aaliyah sur Age Ain't Nothing But a Number. Mais ce que je voulais vous expliquer ici sur la promo de ce disque-là, c'est pourquoi R. Kelly était autant impliqué visuellement. Parce que pour l'oncle d'Aaliyah, il y a un intérêt, pour le label, il y a un intérêt, et que le fait de les mettre ensemble permet de pousser Aaliyah, non seulement musicalement parce que R. Kelly ça marche, mais que de l'autre côté, l'image d'Aaliyah qu'ils veulent vendre correspond exactement avec ce qu'elle chante. Et ceci est totalement à différencier du scandale qui va arriver un peu plus tard, à savoir que R. Kelly et Aaliyah vont entretenir une vraie relation sentimentale, au point où pendant la tournée de 95, il va y avoir le fameux mariage. R. Kelly se serait rendu compte que Aaliyah était enceinte et pour éviter le scandale, il a fait croire qu'elle avait 18 ans. Ils ont signé un acte de mariage qui était donc de fait invalide parce que elle avait 15 ans, lui 27 ans. La famille s'est rendu compte de ça quelques mois plus tard. Clairement, ils l'ont très mal vécu. Ils ont séparé les deux clans. Aaliyah est partie quelques temps en Europe pour laisser le scandale se tasser. J'en avais parlé dans la vidéo sur le Surviving R. Kelly, mais elle revient et à partir de là, donc, il faut relancer sa carrière. On verra les éléments qui ont fait en sorte qu'elle rencontre Timbaland, Missy et toute cette équipe-là dans une vidéo centrée sur le son autour de sa carrière, mais toujours est-il qu'en 96, Aaliyah a fait son comeback. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un comeback qui sera de prime abord aisé pour elle. Pourquoi? Parce que dans la rupture entre R. Kelly et Aaliyah, la personne qui va le plus en pâtir, ce n'est pas R. Kelly, mais c'est Aaliyah elle-même. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que premièrement, comme elle avait été vendue comme étant la poulaine de R. Kelly et que tout de suite après, elle change d'écurie, même si R. Kelly ne dit rien, pour les fans de R. Kelly, c'est une trahison en fait. Ils se disent, là, on l'a soutenue parce qu'elle était vraiment promue derrière notre poulain. Maintenant, il y a un scandale qui entache l'image de notre poulain et en plus, elle se permet de partir. Donc déjà, il y a le réflexe de la fanbase de R. Kelly. Mais le second réflexe est aussi, c'est peut-être là la partie la plus délicate, sociétale. À savoir que même si Aaliyah a 15 ans,
et R. Kelly 27 ans au moment des faits. Pour beaucoup de gens à cette époque-là, et attention, moi je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je vous redonne les faits, ce n'est pas extraordinaire d'avoir une relation. Et la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur une chanteuse qui raconte sa carrière. Et j'espère que vous allez regarder parce qu'elle n'est pas hyper connue en France. Mais justement, elle parle du fait d'avoir été traumatisée parce qu'elle a fait pas mal de tubes, elle a fait quelques singles que vous connaissez. Et dans sa carrière, donc quand elle est arrivée, elle était très jeune, elle avait 15 ans. Et elle sortait avec son manager qui avait 40 ans et ça ne gênait personne dans l'industrie. Ce que je veux dire par là n'est pas que je justifie ce qui s'est passé, pas du tout. Je dis que sociétalement, au moment où ça se passe, ça ne choque pas énormément de gens de voir une fille de 15 ans sortir avec un monsieur de 27 ans. Et c'est pour ça que quand elles rompt, la plupart des gens ne voient pas R. Kelly comme étant un pédophile. Ils se disent plutôt que c'est une fille qui est venue profiter du succès du mec. Et maintenant qu'elle a eu ce qu'elle voulait, qu'elle a pu avoir son album à succès, bon en fait, elle prend la poudre d'escampette. Et ça va lui nuire un peu au début de l'ère One in a Million, même si bien sûr l'album aussi sera un beau succès. Sur la période d'exploitation, il va finir à 1,6 million d'exemplaires vendus aux États-Unis. Et je dis bien période d'exploitation parce qu'il faut comprendre que pour analyser les chiffres d'un album ou d'une carrière, il faut se baser sur la période d'exploitation. Je vous prends un exemple. En fin de vie, c'est-à-dire en fin d'exploitation, Invincible de Michael Jackson a fait 6 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, l'album est à 11 millions d'exemplaires vendus. Pourquoi? Parce qu'après l'exploitation et suite à sa mort, beaucoup de gens ont acheté et revu cet album, ce qui est d'ailleurs très bien pour le compte en banque des enfants de Michael Jackson. Mais pour pouvoir analyser ce qui s'est passé dans l'ère Invincible de Michael Jackson, vous ne pouvez pas prendre les 11 millions de ventes en fait. Il faut se baser sur les 6 millions de ventes et comprendre ce qui s'est passé. C'est exactement ce que je fais avec Aaliyah, c'est-à-dire que ses ventes en fin d'exploitation c'est 1,6 million, ce qui est très bien. Mais aujourd'hui, l'album est passé à 3 millions de ventes, ce qui est encore meilleur, mais ça ne représente pas effectivement l'impact qu'a eu One in a Million à sa sortie. L'album marche bien, mais c'est pas la meilleure vendeuse du game, mais surtout, Aaliyah est toujours managée par son oncle Barry Hankerson et R. Kelly, même s'ils ne sont plus du tout ensemble et donc séparés par les familles, est toujours managé par le même homme. C'est-à-dire que les carrières se font en parallèle, chacun a ses succès et chacun cartonne de son côté, mais les deux rendent plus ou moins compte à la même personne qui les chapeaute. Alors Barry Hankerson va avoir la superbe idée de travailler l'image d'Aaliyah et de l'envoyer se diversifier dans plusieurs domaines, notamment le cinéma. Et c'est donc là qu'elle va avoir son plus gros tube aux États-Unis, à savoir Try Again en 2000. Et après le succès de ce titre, non seulement elle va continuer dans le cinéma, mais elle va commencer à préparer son troisième album qu'elle va vouloir un peu plus libre que le précédent. C'est-à-dire qu'elle va aller vers des producteurs un peu moins populaires et ce n'est qu'à la fin qu'on va rappeler Timbaland pour les fameux singles We Need a Resolution. Qui va, et c'est très important, bizarrement être un flop aux États-Unis. C'est-à-dire que cette chanson qui est donc censée relancer la machine, l'album avec le clip superbement tourné qui va d'ailleurs inspirer elle-même Britney Spears, ne va pas prendre de ouf auprès du grand public américain. L'album en revanche va avoir la première place des charts et c'est important de le comprendre. Et dans la vidéo que je ferai sur sa carrière, vous allez voir que Barry Hankerson, malgré ses défauts, c'est un vrai génie. Parce que là, c'est le public de niche d'Aaliyah qui réussit à la pousser sur la première place. Même si elle n'était pas aussi mainstream que les autres, elle a réussi à structurer son image. Et donc quand elle arrive à la première place sur son audience socle, il faut maintenant élargir le public. Et c'est peut-être là que ça devient difficile. Trouver d'autres singles pour pouvoir pousser l'album auprès du très grand public. Et ça commence plus ou moins à patiner. Il tourne le clip de More Than a Woman. Et c'est donc là qu'il décide de tourner le clip de la fameuse chanson Rock the Boat. Quand le titre a été enregistré, Aaliyah n'avait que 18-19 ans et vous le savez, il est très explicite parce que le bateau qu'il faut rock là, vous savez ce que c'est en fait. Donc c'est explicite et l'oncle lui-même a un peu peur. Il se dit, on a réussi à démocratiser son image, c'est un peu dur comme ça de la faire revenir vers des chansons aussi explicites, donc ils vont la garder parce qu'elle n'a que 18 ans. Et c'est donc que quand Aaliyah aura 21 ans qu'ils vont décider de sortir cette chanson-là. Aaliyah assume ce côté un peu plus Zadie, un peu plus sensuel, un peu plus sexuel, un peu plus Janet. Et c'est donc là qu'ils vont tourner le fameux clip Rock the Boat et le drame va arriver. Aaliyah ne va jamais quitter les Bahamas. Ils vont même, selon la version officielle, se disputer avec le pilote Luis Morales qui leur disait que bon, en fait, c'est bien trop chargé. Ils ne vont vouloir rien entendre. Certaines hôtesses de l'air vont essayer de les dissuader, mais là encore, ils ne vont vouloir rien entendre.
Finalement, ils vont démarrer l'avion. Ils ne vont pas faire plus de 60 mètres. C'est-à-dire que l'avion va cracher quasiment sur le tarmac. Le traumatisme autour de la mort d'Aaliyah va choquer toute l'industrie parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était fraîche et qu'elle avait encore tout l'avenir devant elle. Elle pouvait encore toucher à plein de domaines et depuis il y a ce mythe qui entoure sa mort. Sauf que c'est encore plus profond dans sa famille parce que dans sa famille, son départ a progressivement créé une véritable guerre. We haven't lost anyone. We've only gained an angel. That is so true. D'un côté, on a donc l'oncle qui produisait les albums d'Aaliyah à travers son label Blackground Records et de l'autre, on a donc la mère et le frère d'Aaliyah. Au début, ils ont essayé de faire bloc pendant plusieurs années pendant que l'oncle sortait notamment des best-of avec des titres comme I Miss You. Mais depuis, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo sur Jojo, le label Blackground Records a perdu de plus en plus d'ampleur et de valeur dans l'industrie. Pendant un moment même, ils avaient une petite case là, ils n'existaient quasiment plus. On leur envoyait des courriers de relance, ils étaient absolument introuvables. Les artistes les pourchassaient à la hache pour leurs royalties, c'était la pagaille absolue. Et Barry Hankerson était vu comme l'un des plus gros escrocs du game. Sauf que Barry a réussi plus ou moins à mettre les choses en ordre. Le label n'est plus en banqueroute et ça a donc permis cette année qu'ils fassent leur grand comeback. C'est eux qui sont revenus et ont réussi à mettre la discographie d'Aaliyah partout sur les plateformes. Pourquoi? Parce que Barry a les droits. C'était son label, c'était son artiste et surtout, vous savez, c'était son argent. C'est lui qui a financé Aaliyah depuis ses débuts, c'est lui qui a trouvé les producteurs, c'est lui qui a payé les producteurs, c'est lui qui a payé les sessions d'enregistrement, c'est lui qui a payé les clips, c'est lui qui a quasiment tout fait pour qu'elle devienne cette superstar là. Le seul souci c'est que derrière, Aaliyah n'est pas une artiste qui écrit ou compose ses chansons en fait. On l'a vu dans la vidéo sur Static Major, la plupart de ses titres, après ceux de R. Kelly, étaient écrits par d'autres personnes, ce qui ne lui enlève pas son talent d'interprète et le fait qu'elle ait du succès. Mais dans le cas présent, ça pose un problème sur l'héritage de sa discographie. C'est-à-dire que comme l'oncle ne s'entend plus avec la mère et le frère, la mère et le frère ont les droits sur l'exploitation de l'image d'Aaliyah. C'est pour ça que par exemple quand Mac a sorti une collection récemment avec Aaliyah, c'était eux qui étaient devant, c'est-à-dire que c'est le frère qui a fait la promo, qui a contacté les fans, qui est allé dans les médias pour dire que bon, voici les personnes qui veulent se maquiller comme Aaliyah. Je trouve ça glauque quand même. Enfin, même bon, bref, apparemment il y a des gens qui aiment ça. Donc les gens qui voulaient se maquiller comme Aaliyah, ils peuvent acheter son maquillage chez Mac et c'est son frère qui a promu ça. Désolé, je trouve ça bizarre. Et donc lui peut faire ce travail là, si une marque veut faire des vêtements à Aaliyah ou ce genre de choses. Si on veut exploiter l'image d'Aaliyah, on peut appeler son frère et sa mère. Mais sur les albums d'Aaliyah, il ne touche absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est Barry qui a tout fait et que Aaliyah ne produit pas, n'écrit pas. Elle n'a pas ses masters, elle n'a rien. Donc l'essentiel en fait de son héritage musical appartient à Barry Hankerson. Et comme les deux clans sont absolument en fight, ça a créé ce que ça a créé récemment, à savoir que le frère et la mère d'Aaliyah ont publié un communiqué de rage pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la sortie, c'est ça le paradoxe, des albums d'Aaliyah, pour dire qu'ils ne voulaient pas que les fans soutiennent ces albums-là, et pire encore, tous les comptes fans qui ont osé, s'il vous plaît, osé aller acheter les albums d'Aaliyah, ou alors mettre en story en taguant le frère d'Aaliyah pour dire que viens écouter les chansons de ta sœur, étaient bloqués. Bloqué. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont dans une frustration terrible. Parce que même s'ils ont l'image d'Aaliyah, on voit très bien que ça fait plaisir sur pas mal de posts Instagram. Et d'ailleurs, même dans ces ventes d'albums-là, c'est-à-dire que quand on analyse froidement les ventes d'albums, on voit que Aaliyah n'intéresse pas énormément, et c'est normal, le jeune public en fait. Ils aiment bien son image, ils aiment bien faire de gros retweets, mais ils vont pas dépenser leur argent sur Aaliyah en fait. Les gens qui vont dépenser leur argent sur Aaliyah, c'est majoritairement les gens qui l'ont connue quand elle était jeune. C'est pour ça que son produit principal est le produit musical, et le fait de ne pas avoir son mot à dire sur le produit musical les frustre tellement qu'ils sont prêts à faire en sorte que ce produit musical n'existe plus. Le seul souci, c'est que ce n'est pas un vol. Barry Hankerson ne leur a pas volé quoi que ce soit. C'est lui qui a toujours produit la carrière de la fille. Donc de fait, il se dit c'est mon travail, c'est mon œuvre, c'est mon argent et j'en fais absolument ce que je veux. Sauf que les mots deviennent de plus en plus durs. La mère le traite quand même de diable, d'escroc et ce genre de choses. Et lui, justement, qui répond assez rarement. C'est-à-dire que
Brian Cranston, on le voit très rarement parler, a quand même lancé une bombe très violente à la mère d'Aaliyah, sa propre sœur. Il est allé dans un show télé et quand on lui a demandé s'il savait que Aaliyah avait une relation avec R. Kelly, il a dit que lui, il n'était pas au courant, lui qui était pourtant le manager des deux, mais que sa sœur savait. The issues going on with R. Kelly when they were going on? No. No, didn't have a clue. Completely ignorant to it. Do you think anyone in the family was? Yes. Yes, I think my sister knew a lot more than what we thought she knew. Ça en a rajouté à la colère du clan de la mère et du frère qui ont fermé leurs réseaux sociaux, qui sont bien sûr contre qu'on écoute ces albums, qui sont contre l'album posthume à sortir et qui sont aussi dans une autre bataille avec l'auteur Katie London Lee. C'est une journaliste américaine qui écrit pour plusieurs magazines de hip-hop, notamment de Source, et donc récemment elle a sorti un livre qui s'appelle Baby Girl où elle revient en gros sur la vie d'Aaliyah. Elle dit avoir fait une enquête et le passage qui a fait buzzer sur la toile, c'est qu'elle insinue dans ce livre-là qu'Aaliyah a été tuée. Au moment où Aaliyah serait entrée dans l'avion, elle aurait reçu un verre d'eau avec une pilule dans son verre. Elle l'a prise et en gros, elle était tellement déboussolée qu'elle est entrée dans l'avion sans savoir qu'elle entrait dans l'avion. Et c'est donc là que le drame est arrivé. Up as early as 4:30. Aaliyah was up at 3, and so by the time noon arrived, she was exhausted. Are you aware of any argument that may have happened supposedly between a member of her entourage and the pilot? The speculation of that is still is unsettling and makes no sense to me because the pilot would instantly put his own life in jeopardy. It's not as if a secondary pilot suggested that the plane go up. Cette théorie a rassuré beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en mode « Mais comment Aaliyah a pu mourir? Donc ce n'est pas possible, forcément quelqu'un l'a tué. » Ça les a rassurés, surtout qu'ils ont rassemblé certains vieux éléments, et notamment la fameuse interview de Mary J. Blige quand Aaliyah meurt, qui dit que Aaliyah a forcément été tuée. Et ça a d'autant plus rendu fou de rage la mère et le frère d'Aaliyah, qui ont sorti un nouveau communiqué, le troisième depuis Surviving R. Kelly, parce qu'ils ont sorti un communiqué pour dire que Surviving R. Kelly était faux, ils ont sorti un communiqué pour dire de ne pas acheter la musique d'Aaliyah, ils ont sorti ce troisième communiqué pour dire qu'en réalité, le livre est un ramassis de mensonges, et Cathy avait essayé de se rendre sur la tombe d'Aaliyah pour faire la promo du livre le jour de la mort d'Aaliyah. Donc le cimetière a été expressément fermé, ça a rendu les fans tristes, mais ils ont fermé le cimetière pour qu'elle ne puisse pas venir rendre hommage, ce qui était en réalité, soyons très clairs, de la promo. Alors quand le livre est sorti et qu'il y a eu tout ce buzz, j'avais prévu de faire ma petite vidéo sur l'histoire qu'on voit actuellement. Sauf que par honnêteté intellectuelle, je me suis dit, Steve, je ne vais pas faire une vidéo sur cette femme, sur ce qu'elle a dit, sur tout ce qui se passe, sans avoir lu le livre. Donc de fait, j'ai commandé le livre. Et je l'ai lu en entier pour savoir exactement ce qu'elle disait. Parce que lire des bouts d'articles par-ci par-là, ça peut effectivement détourner ton message de base. J'en suis conscient. Donc, par honnêteté intellectuelle, avant de vous faire cette vidéo, j'ai lu le livre en entier. Pour vous dire la vérité, connaissant très très bien la carrière d'Aaliyah, ce fut une purge. Pas parce qu'elle n'écrit pas très bien, parce qu'en réalité, ce qu'elle te raconte, c'est une histoire qu'on connaît plus ou moins tous très bien, ceux qui avons vécu sa carrière. Elle élude totalement l'aspect musical, et son point central est de dire, globalement dans ce livre, que Aaliyah était plus ou moins trop bien pour mourir. Et sur la partie, effectivement, où elle insinue, parce que c'est ce qu'elle fait en fait, elle ne dit pas directement que Aaliyah a été assassinée, elle donne plusieurs théories, dont l'officielle, et à un moment, elle rajoute donc cette fameuse interview qu'elle aurait eue avec quelqu'un qui était dans l'aéroport à ce moment-là, et ce monsieur qui était dans l'aéroport à ce moment-là lui aurait dit qu'il est allé vers Aaliyah avec un verre d'eau et qu'au moment où Aaliyah buvait son verre d'eau, quelqu'un lui a tendu une pilule, elle a bu et ensuite quelques minutes plus tard elle est entrée dans l'avion et qu'elle semblait plus ou moins fatiguée et désabusée. C'est pour ça que certains ont supputé ensuite que c'est de la drogue, mais dans le livre que j'ai lu, à aucun moment elle ne dit que c'est de la drogue, elle dit que c'est une pilule qu'elle y aurait pris, que ça peut très bien être un médicament ou pas un médicament. Et d'ailleurs, elle l'a confirmé après dans plusieurs interviews. Elle n'insinue pas directement que Aaliyah a été tuée, elle dit juste que quelqu'un lui a raconté qu'il a tendu un verre d'eau à Aaliyah. Aaliyah a pris un comprimé et après Aaliyah a été fatiguée au moment d'entrer dans l'avion et il pense que comme elle était fatiguée, elle a été droguée et c'est pour ça qu'elle est entrée dans cet avion-là alors qu'elle avait peur de l'avion. Et cet argument qui sert à dire que Aaliyah n'aurait pas pu entrer dans cet avion-là parce qu'elle avait peur de l'avion est en fait totalement intégré dans la version officielle et confirmé, y compris par Damon Dash, parce que Aaliyah veut rentrer très tôt par amour. Like
it's almost amazing to me that I'm the guy that was with Aaliyah. Damon Dash et elle doivent se revoir à Miami. Elle veut absolument passer le week-end avec lui parce qu'ensuite elle a un planning très chargé. Donc elle lui dit à plusieurs reprises, je vais prendre cet avion-là. Et d'ailleurs il va le confirmer dans plusieurs interviews. Certes, elle a peur d'entrer dans ce petit avion, mais elle veut le faire par amour. So at the plane, she, we had the Blackberries, and she said, I don't like this plane. And I was like, well, don't get on it. And she was like, well, I got to because I got work to do. She was trying to get back really quickly because we were trying to see each other. D'ailleurs, lui-même, à certains moments, fut accusé par plein de membres de l'équipe d'Aaliyah et plein d'artistes en Tsum Tsum qui disaient que c'est parce que lui a tellement insisté pour qu'elle quitte les Bahamas que Aaliyah a décidé de quitter les Bahamas. C'est-à-dire qu'elle était totalement consciente au moment de partir qu'elle partait. The reason why she was in such a rush to leave the island was because someone had called her and told her that Damon Dash had been in a nearly fatal accident and he was on his deathbed and she had to rush to Miami to be by his side. That's how much she loved him. Et cette théorie qui semblait officielle avant que je ne lise le livre et que je vois vraiment qu'elle l'a moindrie de ouf dans le livre, mais que c'était sorti comme ça dans la presse pour vraiment le vendre, m'a surpris parce que je me rappelle très bien quand j'étais tout jeune de l'interview que je n'arrive plus à retrouver sur internet, mais peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, une interview d'une hôtesse de l'air de l'époque qui expliquait que l'équipe d'Aaliyah et Aaliyah elle-même avait été un peu désagréable au moment de partir parce qu'elle essayait de les retenir, mais que eux voulaient absolument partir. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'était que, outre le poids de l'avion, le pilote réquisitionné pour ce vol, à savoir Luis Morales, ça ne faisait que 2 jours qu'il avait été de nouveau autorisé à reprendre les vols. Il n'était pas censé tenir ce vol-là avec Aaliyah. Et en plus, on a trouvé de l'alcool et énormément de farine dans son sang. En fait, la compagnie avait été totalement incompétente et négligente sur cet aspect-là aussi. Et ce n'était pas la première fois. En 99, ils avaient été condamnés par la justice. En 2000 aussi, ils avaient été condamnés parce qu'ils ne faisaient pas de tests antidrogue à leurs pilotes. Donc, c'était une constante chez eux. Et c'est pour ça que la famille d'Aaliyah leur a porté plainte et qu'ils ont gagné le procès. Ils ont été payés en 2003 pour les nombreuses erreurs qu'a fait cette compagnie lors du dernier vol d'Aaliyah. Alors moi j'ai bien envie de croire que Aaliyah a été tuée, mais j'ai toujours l'impression que pour les gens qui pensent ça, il y a beaucoup de suppositions ou alors de on-dit. Parce que les propos de Mary J. Blige sont en général sortis de leur contexte. Bien sûr qu'elle dit que Aaliyah a été tuée, mais elle rajoute juste après que c'était un meurtre spirituel. Et elle fait le parallèle en disant, vous voyez, on s'attache aux choses de la vie qui n'ont absolument aucune valeur. Et si elle n'avait pas tenu à prendre tous ces bagages là dans cet avion, elle serait sans doute encore en vie. Your gut always warns you. This, that your gut never lies to you. And something like luggage and clothes and jewelry and all this madness that we worship is called false idols. We need to really look at the bigger picture right now and look at how honey to be here right now. So let's. On oublie aussi que pour contextualiser, à l'époque où Mary J. Blige tient ses propos, on a toujours adoré Mary J. Blige, en tout cas moi je l'ai toujours fait, mais cette époque-là c'est la période où elle est la plus grande crêpière et barman du game, c'est-à-dire que vous la menez dans un bar, elle dépasse Mariah Carey, elle est capable de vous servir n'importe quel alcool sans regarder la bouteille, elle connaît tout et elle connaît toutes les farines. Je ne dis pas ça pour discréditer ses propos, parce qu'en réalité, dans la suite, c'est ce qu'elle va dire. Elle va dire que le décès d'Aaliyah l'a tellement touchée que c'est à partir de ça qu'elle va cesser de se droguer et cesser de boire. Et elle raconte d'ailleurs un peu dans la chanson Enough Crying. C'est-à-dire que sur le long terme, elle dit bien que regardez, si je continue comme ça, peut-être qu'un jour on va me retrouver morte ou d'overdose, et elle change complètement de mode de vie. Alors peut-être qu'effectivement elle a bu le sang d'Aaliyah, on lui a dû se taire après, peut-être. Mais je n'ai pas d'éléments probants pour affirmer ça, et comme moi je ne vis pas la nuit, je vous ai déjà dit que ma grand-mère dit que seuls les sorciers reconnaissent les sorciers. En fait je suis plutôt d'avis de rester sur la version officielle, surtout que l'idée générale de ce livre me l'a conforté. Tout le livre, elle ne rentre même pas dans la partie artistique d'Aaliyah, elle en parle très peu. Elle lance dans le fait de dire que Aaliyah était trop grandiose, et finalement elle était tellement grandiose qu'elle n'aurait pas dû mourir. C'est-à-dire que c'est trop bien pour mourir, et je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est pas vrai en fait. Il y a personne au monde qui est trop bien pour mourir. Malheureusement, c'est la vie. Je vous le dis pas ça de façon insensée, moi j'adore Aaliyah. J'ai dévalisé Blackground, j'ai tout... J'adore Aaliyah en fait. Mais de façon honnête aussi, je suis un adulte, je sais que ça arrive en fait. Oui, peut-être qu'il y a des choses ésotériques qui arrivent aussi.
je ne dis pas le contraire. Mais dans l'histoire d'Aaliyah, je n'ai aucune preuve pour aller vers ça, alors que tout ce qu'il y a me semble quand même aller dans le sens où elle a pris cet avion parce qu'elle voulait rentrer aux États-Unis. Il était surchargé, le pilote était drogué. Cette compagnie-là a eu l'habitude d'avoir des pilotes drogués, donc ce n'est pas la première fois. Et effectivement, c'est tombé sur elle qui est une superstar, mais c'est certainement tombé sur d'autres personnes en fait, d'autres personnes qui sont beaucoup moins médiatisées. Et d'ailleurs, la compagnie aujourd'hui, au bout de plusieurs poursuites, a fermé. Est-ce qu'elle méritait ce qui lui est arrivé aussi vite, aussitôt? Bien sûr que non, et je pense que pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de ma génération, dans 20 ans, on se dira encore putain, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut bien qu'on se dise qu'à l'heure où je poste cette vidéo, plein d'autres personnes, ça leur arrive tous les jours en fait. Ils ne sont peut-être pas aussi célèbres qu'Aaliyah, mais il y a certainement à l'heure où je suis en train de parler, une jeune fille qui va mourir de façon totalement tragique, alors qu'elle avait toute la vie devant elle, alors qu'elle était belle, elle était étudiante, super brillante, ce genre de choses, et elle peut avoir un accident de voiture, un accident d'avion. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien, c'est à banaliser, non, vous savez à peu près ce que je pense de ça. Mais ce sont parfois, et même très souvent, les étapes de la vie, aussi difficiles que ça puisse être. Et ça peut aussi clairement détruire une famille, parce que quand on voit les extrémités auxquels sont arrivés les membres de la famille d'Aaliyah, c'est quand même ouf de s'accuser comme ça ouvertement de prostitution. En fait, il dit clairement que sa sœur prostituait leur nièce et qui n'était pas au courant, chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord à titre personnel. Moi, je suis sûr et certain que Barry était au courant parce que c'est Barry qui rassemble les deux. Lui, il balance sa sœur parce qu'il doit vendre des disques et il doit avoir une bonne image. Il peut pas vendre son nouveau label avec cette nouvelle chanteuse. D'ailleurs, il a une nouvelle chanteuse qui ressemble trait pour trait à Aaliyah. Il a tout recopié, les lunettes et tout. Il veut se revendre, il veut revenir un grand DA. Donc il peut pas dire que j'ai su que Aaliyah sortait avec R. Kelly, il dit que c'est sa sœur. Et de l'autre côté, je pense que derrière tout ce qu'on peut percevoir comme étant beaucoup de férocité de la part de la famille d'Aaliyah, il y a beaucoup, je pense, de regrets en fait, parce qu'ils ont perdu leur fille. Et que peut-être il y a un côté, surtout la mère, où elle peut se dire qu'elle l'a abandonné. Même quand elle sort avec Damon Dash, quand on voit l'écart d'âge entre Damon Dash et Aaliyah, certes la relation intervient plus tard, et c'est pour ça que je ne suis pas sur le rapport pédophile, et je ne parle pas du tout des affaires de R. Kelly et il est en prison, ça c'est autre chose. Je parle du fait qu'en réalité sa famille l'a toujours laissé avec des hommes beaucoup plus âgés qu'elle et que eux étaient peut-être en retrait pendant qu'elle faisait carrière. Et maintenant qu'elle est partie et que ce n'est plus la chanteuse qui leur manque, mais c'est leur enfant, la difficulté est tout autre. Ils veulent tout posséder de leur enfant mais ils ne peuvent pas. Aaliyah appartient au monde entier. C'est pour ça que quand ils disent de ne pas écouter la musique d'Aaliyah, c'est un paradoxe fou. Je comprends dans quel esprit ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire, c'est notre enfant en fait, c'est notre fille. Mais de l'autre côté, c'est factuellement impossible parce que la musique d'Aaliyah appartient au monde entier depuis quasiment 25 ans. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui revient sur tout le drama autour d'Aaliyah depuis quelques mois et qui explique en quoi c'est lié à son passé, à ce qui s'est passé quand elle était vivante. Bien sûr, je ferai une vidéo sur sa carrière, oui, j'en parlerai de sa carrière, mais je vous ai donné les grandes lignes. J'ai plus ou moins expliqué comment le premier album a été fait et avant de finir cette vidéo, je tiens à insister sur un point. À aucun moment de ma vidéo, je ne justifie ou n'accepte ou quoi que ce soit les actes pédophiles de qui que ce soit et encore moins ceux de R. Kelly. Ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ce n'est que le contexte de comment ça se passait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires similaires à l'époque et c'est pour ça que ça ne choque pas. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas choquant en soi, je suis en train de vous placer le contexte. C'est-à-dire que quand Foxy Brown dit qu'elle sortait avec Jay-Z, Foxy Brown a 15 ans, Jay-Z a le même âge que R. Kelly, mais sur le moment, ça ne choque pas. Parce que même si c'est contraire à la loi, c'est plus ou moins acceptable dans certaines mentalités, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que R. Kelly a été condamné aujourd'hui pour ses autres actes avec des filles de 16, 17, 18 ans. C'est ça en fait. Donc je veux vraiment qu'on fasse la distinction. Moi je parle vraiment de ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi ça a été démocratisé, comment Ali en a souffert. Ça n'a rien à voir avec les accusations actuelles. Et j'espère que vous aurez le recul et pour certains l'honnêteté intellectuelle, parce que je pense que c'est un mot que certains devraient apprendre, l'honnêteté intellectuelle, de le comprendre. Bref, dites-moi ce que vous pensez d'Aaliyah, de ce qu'a été sa vie, de ce qu'a été sa mort, et de tout le drama qu'on vient de décrypter en fait, de comment la famille d'Aaliyah réagit, du fait que cette autrice explique que Aaliyah a peut-être été tuée, et si vous pensez qu'elle a été tuée, dites-moi par qui. Et pour certains qui vont citer le nom d'une certaine chanteuse, moi je trouve ça affreux en fait, moi je trouve ça dégueulasse, parce que je pense que on peut ne pas aimer certaines choses, on peut ne pas, moi je critique de ouf, c'est-à-dire que cette chanteuse là, quand elle ne fait pas ça, je vais dire, quand elle vole, je vais dire, et ses fans me détestent pour ça, mais je dirai toujours. En revanche, je pense
pense quand même que vous pourrez reconnaître que la meuf, elle travaille depuis qu'elle a 10 ans en fait. Elle travaille comme une dingue et elle a obtenu beaucoup de choses effectivement en passant parfois par certains moyens, mais elle les a obtenues en travaillant en fait. C'est aussi du travail, c'est énormément de travail. Donc venir dire que oui, elle a tué quelqu'un pour avoir une carrière, moi de base je pense qu'elles sont absolument pas sur le même créneau musical. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais expliquer que Aaliyah était structurée sur une niche, ce qui n'est absolument pas le cas de Beyoncé en fait. Mais si vous êtes sûr et certain que c'est vraiment Beyoncé, n'écrivez pas juste son nom là. Allez dans mon mail, vous m'envoyez quelques preuves, voilà, vous m'envoyez des preuves, des indices et tout, que moi je vais aller chercher, quels que soient les indices, même s'il faut aller, je sais pas dans quelle grotte, je vais aller, parce qu'il faut vraiment, si c'est vraiment qu'on a tué Aaliyah, je vais aller, vous me dites là, je vais, vous allez aussi dans mon Tipeee, m'envoyer une petite contribution pour que je puisse payer tout, donc je vais faire les enquêtes pour vous. Et si Gisèle est vraiment coupable, accusation que je trouve ridicule et insultant pour tout le travail qu'elle a fait, je l'ai dit dans plein de lives, je ne comprends pas cette théorie, mais si vous y croyez vraiment, vous faites un mail, vous mettez un petit Tipeee et moi je vais débarquer là-bas aux États-Unis. Et si elle est coupable, tenez-vous prêts, elle sera dans la même cellule que Robert. C'est là-bas qu'ils vont faire le vrai R&B là. Autrement, je pense quand même qu'on peut essayer d'élever le débat, mais donnez-moi quand même vos théories. Est-ce que Ali a été tué? Est-ce que vous ne croyez pas la version officielle? Pourquoi vous ne la croyez pas? Et dans la bataille entre l'oncle d'Aaliyah et la mère d'Aaliyah, de quel côté êtes-vous en fait? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de l'oncle? Ou est-ce que vous êtes plutôt du côté de la mère? Et sachez que si vous êtes du côté de la mère, il ne faut pas écouter Aaliyah en fait. Il ne faut pas écouter Aaliyah en streaming. Parce que si vous écoutez Aaliyah en streaming, l'argent va à l'oncle qui a tout financé. Donc c'est très particulier. Mais dites-moi quand même de quel côté vous vous situez, qui vous inspire le plus confiance dans les deux histoires. Et surtout, au final, qu'est-ce que vous pensez de l'héritage d'Aaliyah dans toute cette planète musicale? Et merci à CyberGhostVPN VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésite pas à regarder le lien dans la description afin de pouvoir naviguer et voir tous les clips R&B que tu veux sans encombre à 1,95 € par mois et en plus 4 mois sont gratuits. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.